Alors, le nombre de comptes Facebook piratés divisé par l'empreinte carbone d'une cathédrale, ça fait 210. Juste 210, comme l'épisode 210. Un épisode que nous enregistrons, comme d'habitude, le jeudi, en fin de journée, avec, cette fois-ci, ces deux petits camarades, Sébastien d'un côté, Bruno de l'autre. Dans une Salut. je remercie Bruno qui remplace au pied levé un autre chroniqueur que vous retrouverez à une autre occasion, bien entendu. On va passer un petit peu de temps ensemble pour passer en revue l'actualité technologique telle que ces deux zigomards l'ont perçue durant cette semaine. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est notre revue de presse technologique hebdomadaire. Elle diffère forcément de ce que vous avez peut-être vu vous sur internet, sur d'autres sites d'actualité ou dans d'autres podcasts technologiques. C'est ça la complémentarité, j'ai envie de vous dire. Comment s'est passée la semaine, mes petits camarades? Tout s'est bien passé? C'est les cloches. Ça va. C'est les cloches, c'est vrai. Joyeuse Pâques. Un petit coup d'œil sur le, si vous le voulez, sur le courrier des auditeurs, si vous voulez bien. On a eu quelques commentaires par rapport à l'épisode précédent. Je pense qu'on a répondu à tout le monde ou que tout le monde s'est répondu, etc. Si je dis pas de bêtises, Bruno, qui était de la partie, me semble-t-il, la semaine dernière également. J'ai vu que tu avais envoyé quelques messages. J'en ai épinglé un, justement, celui-ci. On parlait des caméras à la place des rétroviseurs sur la fameuse Audi e-tron. Ou e-tron, ça dépend comment on le prononce. Donc il explique que c'est surtout pour baisser la résistance à l'air et que Tesla avait aussi eu cette idée pour ses voitures, mais que la régulation n'avait pas autorisé ça à l'époque. Et donc quelqu'un d'autre, parce que c'est toujours bien aussi d'avoir des conversations dans les commentaires, a rétorqué que les rétros numériques sont déjà utilisés chez Mercedes dans le domaine des poids lourds. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il me semble qu'on avait déjà évoqué ça, Sébastien, il y a longtemps. C'était une caméra, genre caméra de recul, qu'on pouvait déporter sur une remorque ou sur son camion tout à l'arrière. C'est vrai que ce genre de choses, ça se justifie complètement dès le moment où on est à une grande distance de l'arrière de son véhicule. Et donc voilà, ça c'était un peu l'idée. C'est la raison pour laquelle nos deux auditeurs, que ce soit Germain ou de l'autre côté Bébé, 8, nous ont laissé quelques messages. Est-ce que vous-même, vous aviez vu épingler quelque chose de particulier que vous vouliez, non, pas mettre en évidence? Oui, moi, je suis content de savoir que Cubignol nous écoute habillés, mais Oui, ça va. c'est ça. L'un de nos auditeurs nous a précisé en majuscule qu'il nous écoutait en passant l'aspirateur. En majuscule parce que sans doute il devait crier pour passer au-dessus du bruit de l'aspirateur et qu'il avait un petit peu de mal à nous entendre justement à cause de ce bruit. Donc on va parler plus fort. C'est Voilà. peut-être son grand âge aussi. Peut-être. Il est plus jeune que moi, je pense. Mais c'est possible. Donc, on va voir s'il va arriver à nous suivre, ou alors on va lui demander de pousser le volume un peu plus fort. Nous, on s'adapte. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On s'adapte à nos auditeurs. On n'a aucun problème avec ça. Si vous le voulez bien, je vous propose de passer tout de suite à notre abécédaire. Avec A, la lettre A comme amitié. En amitié avec Dick Hirsch. Non, pardon. Google et Amazon font la paix. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai que c'était un petit peu tendu. C'est Bruno qui nous ramène cette actu. Tout à fait. On avait parlé il y a quelques épisodes. Il y a quelques épisodes, la saison passée même, on va dire, parce que ça fait plus ou moins un an que il y avait la hache de guerre qui a été amorcée entre Amazon et Google sur leurs services vidéo, surtout YouTube d'un côté et Amazon Prime Video, parce que tant l'un que l'autre refusaient d'intégrer ce service-là sur les devices en cours, donc sur les Fire TV et pour Amazon, donc qui n'intégrait pas YouTube, et l'app Prime Video pour Amazon chez Google, qui n'était pas intégré non plus, par exemple dans Android TV. Donc là ils ont décidé quand même, allez, enfin de se dire voilà, on a besoin de pépettes, donc on va laisser le concurrent être chez nous parce que ça va nous rapporter de l'autre côté aussi. Et donc là donc Amazon Prime Video sera à nouveau disponible sur les devices Google, notamment aussi sur Android TV. Ils étaient déjà intégrés dans une certaine forme, mais pas directement nativement
sur Android TV par exemple. Et puis Fire TV vont intégrer premièrement déjà YouTube. Après, on parle aussi de YouTube TV, YouTube Kids qui serait intégré à Fire TV. Par contre, chez Amazon, donc le shop, on n'aura toujours pas accès, on ne pourra toujours pas acheter des Google Home. Donc ça, c'est quand même, ils sont pas encore allés aussi loin que ça. Donc voilà, on va voir si ça va continuer, s'ils vont redevenir vraiment de vrais amis ou si c'est une amitié temporaire. C'est marrant parce que tout le monde se tire la bourre là-dessus. On avait déjà parlé de ça avec l'Apple TV, comme tu disais. Enfin voilà, c'est tout le monde. Il y a un jeu comme ça les pièces du puzzle sont en train de s'installer un petit peu partout parce qu'il y a l'aspect service, il y a l'aspect device également avec des outils pour recevoir ces images. Et donc on sent vraiment que c'est tendu et qu'il y a de véritables enjeux économiques derrière. Je sais pas si Seb avait une opinion sur le sujet. Je sais que tu utilises d'autres moyens pour regarder des images qui bougent, donc des vidéos sur ta télévision, mais ça fait partie aussi du oui, non, mais ça fait partie de mes applications. Hein. J'utilise Prime Video et j'utilise Netflix et j'utilise très peu de vidéos par contre de chez Google, mais je trouve ça toujours quand même un peu hypocrite de la part d'Amazon d'avoir un store où ils vendent de tout, y compris des trucs chinois dont on n'a jamais entendu parler, mais de ne pas vendre les produits de Google comme si ça allait influencer le marché et grâce à ça ils allaient tuer Google. Moi, je trouve ça assez risible. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit qu'une histoire de gros sous, bien qu'il doit avoir ses peurs d'autres boîtes qui arrivent sur le marché, en disant Apple et compagnie, en disant et Disney, en disant bah voilà, ok, on doit peut-être un petit peu se serrer les coudes, mais peut-être un peu plus de la réglementation européenne, parce que leur comportement est plutôt anticoncurrentiel. Donc moi je pense plus que voilà, il y a une certaine influence aussi de nos amis européens en disant bah voilà les gars, vous avez un store, c'est très bien, mais d'interdire l'application concurrente, c'est peut-être pas une idée la plus merveilleuse que vous ayez eue. Oui, et c'est souvent chez Amazon, ils réagissent souvent de cette manière-là. Moi, je me rappelle qu'il y avait eu tout un débat autour des liseuses à un moment donné, qui avaient disparu également du store parce qu'ils mettaient en avant les Kindle. Voilà, c'est un peu, comme tu dis, c'est un peu paradoxal, mais en même temps, c'est aussi parce qu'ils produisent du matériel et des services et qu'ils en distribuent de fournisseurs extérieurs. Donc, à un moment donné, forcément, ça doit se bagarrer en interne de manière assez forte, quoi, j'ai l'impression, non ? Oui, mais bon, enfin, pour moi, ça reste quand même plutôt de l'hypocrisie qu'autre chose, parce que quand tu recherches un Google Home sur Amazon, ils présentent leurs produits à eux, donc c'est pas juste on refuse de le lister, on fait vraiment un jeu concurrent assez malsain. Donc après qu'ils produisent du matériel, oui, ok, ma foi, mais leur but c'est quand même après de proposer leur service derrière, leurs bouquins, leur plateforme pour la vente en ligne, c'est ça aujourd'hui ce que Amazon est. C'est une plateforme informatique qui fait énormément d'argent, c'est un marketplace, et c'est un marketplace pour des bouquins, alors qu'ils produisent des Kindle, ouais, ok, ma foi, c'est pas bien grave. Voilà, affaire à suivre, et d'ailleurs, à ce propos, on va encore en parler, à mon avis, mais d'une autre manière. Quand je dis en parler, c'est de la vidéo, de la VOD, comme on dit, avec Disney+, qui dévoile de plus en plus ses tarifs et son arrivée prochaine en Europe, Bruno. Oui, tout à fait. Donc, on parlait un petit peu des services de streaming. Donc, ceux qui sont le plus présents, ça reste Netflix pour l'instant, qui ont d'ailleurs juste petite à côté, c'est que Netflix a annoncé qu'il ferait pas partie de Apple TV+. Donc ça c'est quand même pas mal, voilà. Pour vous dire, voilà. Et eux ils ne veulent pas faire partie d'Apple TV+. Apple TV+ Apple va peut-être aussi dire on va pas Amazon Prime, on va pas YouTube, on va plus YouTube, c'est possible. Mais là, toujours est-il que Disney effectivement était attendu sur le marché. Disney qui détient quand même pas que Disney, hein. Disney détient Pixar aussi, très important aussi, détient toute la licence Marvel, détient Star Wars. Pas oublier ça, Star Wars. Mais il détient aussi des chaînes comme National Geographic et la Fox, et détient un des services concurrents sans vraiment l'être de Netflix, c'est Hulu, qui est très méconnu ici dans nos contrées, mais Hulu, en fait,
diffusent des séries le lendemain ou des talk-shows le lendemain de leur diffusion aux États-Unis. Donc c'est quand même un service assez important. Et donc la Disney+, bon, ils ont pas choisi leur nom quand même. Faut s'en parler très loin. Hein. Apple a mis les plus partout. Eux, ils mettent un plus aussi à Disney. Donc Disney+, service de streaming qui va être lancé donc le 12 novembre prochain aux États-Unis pour un tarif qui a enfin été annoncé à $6,99 par mois ou alors à l'année à $69,99. Donc c'est quand même en dessous de soi-disant la concurrence qui est Netflix. Ouais. Bon, après, il faut pas peut-être comparer les deux. On n'aura pas du tout le même contenu, ça c'est clair. Et ça sera donc des contenus vraiment Disney+, donc Disney et plus leur écosystème Disney. Donc ils parlent d'un lancement à plus de 400 films et autant de séries. Donc c'est quelque chose qui est assez important, somme toute. Historiquement, Disney a bien entendu pas mal de choses, mais ils vont aussi publier tous les nouveaux blockbusters comme le dernier Marvel qui sera automatiquement disponible donc le 12 novembre. Et ils parlent donc d'une commercialisation donc mondiale. On va commencer par l'Europe de l'Ouest et la France en l'occurrence au début 2020, donc début de l'année prochaine. Okay. Les prix sont pas encore fixes, mais on peut imaginer que ça sera une conversion dollar-euro à 1 ou voire un petit peu plus en euros. Donc on sera autour des 7, 8, 9 dollars par mois. Voilà, un service en plus. Qui va se rajouter à tous les autres abonnements qu'on va devoir prendre si on veut avoir accès à tous les contenus qu'on consomme. Ouais. Voilà. Netflix, je fais une toute petite parenthèse, ils annoncent quand même une augmentation prochaine, pas pour le tarif de base qui normalement ne devrait pas bouger, mais pour les tarifs supérieurs, une augmentation de grosso modo à 1 euro, je crois, pour chacun des tarifs, ou un peu plus d'1 euro pour chacun des tarifs. Donc voilà, ça devient effectivement, on n'a pas non plus, tout le monde n'a pas un budget illimité pour s'abonner à tous les services. Non, parce que ouais. Oui, Netflix sera du coup, si on veut profiter de la 4K, parce que c'est ça un peu la différence, on a quand même de nos jours de plus en plus de télévision 4K, on veut en profiter, donc Disney Plus annonce que le 4K HDR sera intégré dans cette offre de base, alors que Netflix, pour passer au 4K, mais en même temps avoir accès à 4 écrans, là on est déjà autour des 13 voire 14 euros par mois. Donc, enfin là, c'est un abonnement familial, ça veut dire que les enfants peuvent en profiter, ça veut dire qu'on peut en profiter ailleurs que chez soi. Enfin, voilà, c'est déjà un confort entre guillemets d'utilisation qui se respecte quoi pour le tarif. Oui, mais pour avoir accès au 4K, il faut déjà débourser 14 euros chez Netflix. Donc ça, c'est quand même pas mal quoi. Donc... Et c'est quand même important de le signaler aussi, de la bande passante. Donc une connexion internet. Oui et non. Il faut entre 20 et 25 mégabits par seconde en downstream, ce qui de nos jours quand même n'est pas trop demandé. Non, c'est pas rare, mais dans certains cas, ça peut être un problème. Oui ou non. Je vois Seb qui fait non. Oui, parce que même si tu sais pas le streamer, tu peux toujours le télécharger pour le regarder après. Oui, tout à fait. Il y a pas tous, mais pour la plupart des films, normalement sur Netflix, tu dois pouvoir le faire. Le offline, quoi. Donc, offline. Et là, en offline, il n'y a pas de problème. Tu peux être en 56K et télécharger ton film en 4K pour l'année prochaine. Et de le regarder sur ta tablette en voiture, tranquillement, en partant en vacances. Voilà, pourquoi pas, effectivement. Toutes les solutions existent, mais ça va devenir compliqué pour tout le monde de choisir. L'avantage qu'on a, quand même, c'est qu'on n'est pas sur des abonnements comme à la belle époque où on était maqué avec un opérateur pendant 1 an, avec des clauses de résiliation compliquées. Ici, si au bout d'1 mois, on en a marre, on coupe le robinet, on passe à autre chose. Donc c'est un avantage aussi, et je pense que les gens vont, surtout au début, un petit peu panacher et essayer 2-3 services différents pour finalement s'arrêter peut-être sur celui qui leur convient le mieux. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Un truc à rajouter ou pas ? Non. On peut passer à la suite. La lettre F comme Facebook, tiens, il y avait longtemps. Facebook, condamné. Pas chez nous, pour une fois. Non, en Russie, Bruno. Oui, bon, j'avais 2-3 news Facebook, mais je me suis dit, bon, assez tapé sur Facebook dans le passé. On va regarder la plus drôle, on va dire juste drôle. Elle aurait dû être à W comme oui, mais non, mais bon, je l'ai mise ici. Donc oui, Facebook, après Twitter qui a été
condamnés aussi la semaine passée en Russie. Donc ils écopent d'une amende en Russie parce que en fait ils n'ont pas respecté une loi qui n'a jamais vraiment été appliquée, mais qui en fait oblige les sociétés à stocker les données des utilisateurs russes en Russie, ce qui n'est pas le cas forcément de Facebook ni de Twitter. Et donc ils écopent une très 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 sévère amende de exactement 3000 roubles, qui convertis correspondent à $47. Voilà, donc c'est l'amende record vers le bas, je pense, de Facebook au monde. Donc, je ne sais pas s'ils vont la payer ou pas. Je ne sais pas si Mark Zuckerberg va sortir sa carte de crédit pour payer ça. Mais ce qui est plus grave, c'est que, plus grave pour les Russes, les utilisateurs russes qui utiliseraient encore Facebook, c'est qu'ils pourraient aller vers l'interdiction carrément de Facebook en Russie. Ça a été appliqué déjà par le passé, ça a été appliqué à LinkedIn, donc qui depuis quelques années, 2016 d'ailleurs, novembre 2016, a interdit LinkedIn, est toujours interdit en Russie. Donc ça pourrait arriver à Facebook, et là je pense qu'il y a quand même pas mal d'utilisateurs de Facebook en Russie, et ça pourrait quand même jouer un petit peu sur la balance pour Facebook. Donc, cela dit, l'hébergement de données sur le territoire national ou apparenté, c'est pas un truc tout à fait nouveau, hein, Sébastien. Je pense que dans certains cas, au niveau européen, on a l'obligation aussi, parce que les lois ne sont pas les mêmes aux États-Unis ou en Chine ou dans d'autres pays, on a l'obligation de stocker certaines informations entre guillemets confidentielles sur des serveurs qui sont localisés chez nous, en Europe. Je dis pas de bêtises. Oui, non, ça se fait, mais alors effectivement, on est plus là, on revient à la GDPR, mais c'est pas impossible, mais c'est juste assez contraignant de le faire héberger à l'extérieur, parce que effectivement, si tu mettais ton serveur aux États-Unis, c'est difficile de t'assurer qu'une autorité extra-européenne n'aura pas accès à ton serveur, ce qui ne plaît pas évidemment à l'Europe. Donc là, il y a déjà effectivement quelques restrictions, mais c'est historique, ça fait très longtemps que le milieu bancaire luxembourgeois, que Bruno connaît, impose que les données soient hébergées au Luxembourg. Donc, si tu travailles avec une société luxembourgeoise, pour beaucoup d'informations, beaucoup de cas, tu devras, à un moment donné, mettre ta machine au Luxembourg. C'est pas donc totalement illogique, et ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que les lois n'étant pas les mêmes d'un pays à l'autre, et comme on est quand même obligé de respecter les lois territoriales, c'est l'accès aux données, quoi. Tout le monde n'a pas le droit d'aller jeter un œil, quoi que c'est en train de changer, hein, mais sur nos données personnelles. D'un autre côté, ça reste assez stupide et difficile à mettre en place, parce que autant sur les données d'un compte en banque, tu peux comprendre que Luxembourg préfère que ce soit au Luxembourg. Et il n'y a pas d'interaction en principe avec un autre pays, en principe, normalement. Autant sur un réseau social, de dire, ok, Marc, il habite en Belgique, du coup on a un serveur en Belgique, Marc déménage en France, merde, on doit prendre ses datas et ses photos et on doit les envoyer en France. Marc est parti en vacances aux Caraïbes, vite, on envoie ses photos aux Caraïbes, enfin t'imagines vite le bordel, quoi. Question hébergement, et puis après tu as un autre problème. Il y a l'hébergement d'une partie, et puis il y a un autre point que Facebook utilise comme tous les autres gros opérateurs comme Google et d'autres, c'est qu'ils ont une série de centres de data, et ces données sont réparties à travers le monde pour pouvoir réduire le temps d'accès. Parce que tu vas chercher une photo et tu vas la chercher en Angleterre ou en Belgique, ou tu vas la chercher aux États-Unis, le monde est petit, mais le temps qu'elle traverse l'océan, ça prend quand même quelques millisecondes. Et donc, la plupart des datas sont répliquées. Et donc, tu devrais commencer aussi à rajouter des règles en disant « Non, mais ça, c'est une photo qui a été faite par un Russe. Cette photo-là, elle ne va pas sortir de la Russie. » Mais Moi, je pensais à Amazon, par exemple, pour reparler 10 secondes d'Amazon, c'est que si on stocke des données chez Amazon, elles sont répliquées sur différents serveurs, comme tu l'expliquais, en Irlande, en Islande, au Canada, en France, un peu partout, justement, pour garantir l'accès. C'est aussi la garantie d'avoir un accès permanent. L'accès, garantir la sécurité. Voilà. Parce que si le data center a un problème, tu as toujours tes datas. Donc c'est vrai que cette histoire de territorialité, du coup, ça devient un petit peu dépassé. C'est obsolète, c'est difficile. C'est difficile. Je sais pas, Bruno, tu avais un truc à rajouter ou pas
Non, Non. au niveau effectivement des photos, on a plusieurs photos, plusieurs personnes sur une photo. À qui appartient la photo C'est vrai. Si on fait un jour une photo de groupe de l'équipe des technos, on va avoir un petit souci pour l'hébergement de la photo. C'est parce qu'il y a quand même Déjà ça. du monde un petit peu partout, ouais, effectivement. Allez, on passe à la lettre G, et ce sera pas qu'une fois d'ailleurs. G comme Google, avec un sujet qu'on a déjà évoqué, me semble-t-il, la semaine dernière, concernant, mais là c'était Alexa de Amazon. Et ici c'est de Google, et Google Home dont on parle. Et si effectivement c'était un humain qui écoutait ce que l'on dit à Google Home, la question se pose, Seb. Oui, et donc c'est une révélation d'il y a quelques jours. Et donc effectivement, donc il faut savoir que quand vous parlez à votre OK Google, qui du coup se rallume gentiment. Ah merde, pardon, Ah, excusez-moi. merci, c'est gentil. Eh bien, il faut savoir que toutes ces phrases sont enregistrées. Alors, nous, on s'est amusé effectivement avec David, que vous avez vu sur un épisode il y a l'année passée, je pense, d'un hors-série, Oui. à aller vérifier ce qu'on avait dans l'historique de Google. Bon, bah déjà, tout est enregistré, un petit Oui. peu avant, un petit peu après. Enfin, On peut même se réécouter hein, sur la plateforme. On peut se réécouter, tout à fait. Et il faut savoir que le truc se déclenche très souvent par erreur. Et donc, on se retrouve parfois avec des conversations qui n'ont absolument rien à voir avec le fait qu'on discute avec l'assistant. Et alors, donc, ce gentil assistant, bah, pour améliorer leur service, ils font appel, heureusement pas pour tout ce qui est enregistré, à quelques boîtes privées pour aller vérifier ce qui se passe, comment vous dialoguez avec leur assistant. Donc, c'est sympa. Donc, il y a des gens qui vous écoutent. Le fait est que donc il y a Amazon effectivement qui fait ça, et Google. Amazon le fait, mais eux, ils rajoutent un identifiant. Ils ne disent pas qui est derrière. Donc voilà, on ne saura pas que c'est Marc qui a raconté sa vie à Google. Donc là, tu as un identifiant qui est envoyé, mais donc il y a toujours moyen avec cet identifiant unique, pour Amazon en tout cas, de remonter à qui est derrière. Google va un petit peu plus loin. Ils anonymisent le truc et ils font une distorsion de la voix pour essayer de s'assurer quand même qu'on ne puisse même pas non plus te reconnaître. Mais oui, bon, c'est ça. Oui. Le fait est que même si on fait une distorsion de ta voix, si tu es en train de raconter des carabistouilles, il y a un mec quelque part au bout de la planète, de l'autre côté, qui est peut-être en train d'écouter ce que tu as raconté un jour. Pour pas qu'à un moment donné, il y a un type qui dit « Mais je le connais, c'est Michel Sardou !» Mais il est mort, non? Non. C'est un point de vue technique. Donc ils le font pour améliorer le service, mais le fait de ne pas savoir facilement faire un opt-out de ça, c'est peut-être pas facile. Peut-être quelque chose à améliorer. Oui, non, on va pas redire ce qu'on avait déjà dit la semaine précédente, mais on est complètement, c'est vraiment ça. On a une paire d'oreilles collées à ce qu'on dit dans notre intimité, chez nous, à la maison. Alors si ça déclenche sur une phrase clé, genre OK Google, OK, mais ça veut dire que ça écoute quand même cette phrase clé. L'oreille doit être ouverte, même si c'est une oreille électronique, pour entendre la demande, pour entendre le déclencheur. Donc il y a une écoute possible qui est déclenchement ou pas. Et si tu connais l'identifiant de la boîte de Michel Sardou, tu peux aller l'écouter. S'il chante sous sa douche, tu vas te faire du pèse, hein. Ouais, en plus, tu vas pouvoir récupérer des royalties derrière. Non, mais voilà, c'est tout ça pour dire que c'est peut-être une innovation technologique et ça nous fait bien vibrer et on aime bien ça, mais en même temps, il ne faut pas non plus se faire beaucoup d'illusions. C'est quand même... tout comme la webcam peut être un œil à la maison, ce machin-là, c'est encore plus sûrement une oreille à la maison. Non. J'adore merde. Ta comparaison avec les mecs qui mettent tous des scotch sur leur webcam. Il y en a qui vont finir par bourrer des cure-dents dans leur assistant. Mais on avait parlé de ça, me semble-t-il, c'était Marc qui avait parlé de ça, d'un espèce de capuchon à mettre sur soit le Google Home ou sur un autre truc pour bloquer le son. On va arriver à ça, effectivement. On y est déjà d'ailleurs. Hein. Il faut pas se faire beaucoup d'illusions. On est toujours à la lettre G comme Google, encore une fois, Sébastien, pour parler de Google qui va proposer une alternative, plusieurs mêmes alternatives, me semble-t-il, sous Android. Ça, c'est quelque chose qui avait été promis, d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, me semble-t-il. Oui, mais bon, enfin, voilà. Et ils vont aller un petit peu plus loin que ce qu'ils avaient fait à la base, hein. Ici, effectivement, Google avait annoncé que
ils allaient changer leur business model, parce que c'est l'Europe, hein, encore la vilaine Europe, qui a dit Google, c'est pas bien ce que tu fais. Pour pouvoir utiliser Android, tu obliges les constructeurs à mettre tes applications et à imposer Google pour la recherche, YouTube, machin et tout le bazar, et ton navigateur. Et Chrome. Donc, l'Europe a dit les gars, voilà, tu dois pouvoir utiliser le système sans imposer Google dans tous les services. Donc il a dit ouais, ok, bon, d'accord. De toute façon, d'accord, mais ça lui coûte quelques milliards, hein, 5 milliards, un truc comme ça, je pense, d'amende. Oui, c'est ça, 5 milliards d'amende. Donc, bon, voilà, pour 5 milliards, ils se sont dit, ouais, on va le faire quand même. Hein. Et donc, ils ont changé ces contrats, mais l'Europe a dit, ouais, mais il y a quand même encore un petit paragraphe que tu n'as pas lu, là, Google. Il dit, comment c'est un petit paragraphe? Mais qu'est-ce que tu veux, là? On a déjà 5 milliards, on a changé nos conditions, qu'est-ce qu'il nous manque maintenant? Il dit, ouais, mais et tous les téléphones qui ont été distribués, là, tu crois que c'est quoi? C'est du flan? On l'a fait avec Microsoft, on va le faire avec Google. Hein? Et donc, vous allez recevoir une notification dans les prochaines semaines sur votre téléphone pour vous dire est-ce que vous voulez vraiment utiliser Google comme moteur de recherche et comme navigateur, ou est-ce que vous avez mieux? Et ils vont vous proposer quelques alternatives. Donc, alors, pas de bol cette fois-ci. Microsoft n'est pas encore avec son Edge sur Android, donc avec Chrome. Donc, mais je pense qu'ils ont quand même déjà un truc. Donc, ils arrivent un tout petit peu trop tard pour ce wagon-là, ce qui aurait été très drôle, parce que c'est à la base à Microsoft qu'on a imposé ça il y a quelques années. Ouais, il y a longtemps même. Il y a longtemps, oui. Je me demande si c'était pas sur un XP, Windows XP à la base qu'ils avaient fait ça. C'est possible, ouais, ça remonte. Voilà, il y a assez longtemps. Mais donc voilà, faut pas vous étonner, vous allez recevoir une notification, c'est l'Europe, voilà. Oui, mais en même temps, là aussi, on l'avait dit, c'est vrai que offrir le choix, cette possibilité de choix aux gens, même si, parce qu'il y a plein de gens qui n'y entendent pas grand-chose, et on peut les comprendre aussi, qui prennent ce qu'on leur donne, et c'est Chrome avec Google, ok, bon, soit. Mais en même temps, leur faire une proposition, c'est aussi peut-être faire preuve d'ouverture vers d'autres services de qualité, et donner sa chance aussi à d'autres services de moteurs de recherche, etc., qui valent Google, ou d'autres navigateurs qui valent Chrome, voilà, pourquoi pas. Oui. Alors, pour avoir une petite anecdote, en passage quand même, parce que effectivement, on se moque ici gentiment en disant oui, il y a des gens qui connaissent pas autre chose que Google. C'est vrai que il y a des gens, pour Internet, pour eux, c'est Google ou Facebook. On est quand même des vieux de la vieille, donc nous on a connu Yahoo, Alta Vista. Alta Vista, ça vous fait. Lycos. Ça vous ramène, hein, Lycos, le petit chien. Oui. Ça vous ramène longtemps. Hein. Et, et donc, nous je veux dire un gros mot, Yahoo. Merde. Ah, zut, et donc, on a connu tous ces trucs, mais au bureau, il y a quelques semaines, il y a eu une panne de Google pendant une petite heure, et puis on s'est tous regardés, on s'est dit Internet est en panne, on a cassé notre réseau, et on a commencé à regarder dans les switches, dans les firewalls, pour voir mais où il est le problème. Et puis à un moment, il y a un autre des employés dit je suis sur Internet, moi. Ben non, il n'y a pas Internet. Et le premier réflexe qu'on avait tous, c'est non, Google est en panne, il n'y a plus Internet. Alors que tu aurais tapé Quant, par exemple, et du coup, effectivement, on s'est retrouvé sur Bing, sur Quant et d'autres trucs. Et je t'assure que quand Google est revenu, c'est un petit peu comme quand on a rallumé la lumière. Hein. C'était le même soulagement, quoi, parce qu'on s'est dit, on trouve plus rien. Ouais. Internet, c'est foutu. Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a moyen ça dépend ce qu'on en fait aussi, mais je pense qu'il y a moyen de trouver son plaisir, son bonheur avec d'autres moteurs de recherche. Moi, je pense qu'il y a... Voilà, c'est vrai que Google est performant. C'est pas aussi facile, hein. Non, mais il faut se faire un peu violence de temps en temps. Il faut faire des efforts. C'est comme pour écouter un podcast, à un moment donné, il faut faire des efforts. Il faut pousser sur des boutons, machin, etc. Sinon, ça tombe pas du ciel, quoi. Si vous voulez des trucs qui tombent du ciel, vous avez la radio. Mais bon... Ça tombe pas du ciel. Voilà. Et donc... Ça fait mal, sinon, la radio, quand même, qui tombe du ciel. Ouais. On a tout dit sur cette histoire oui, on a tout dit. Tiens, je profite juste de la petite parenthèse, comme ça, presque quasiment au milieu de l'épisode, j'ai envie de dire, pour vous remercier pour les pouces vers le haut, si vous nous en mettez sur YouTube. Les commentaires sont les bienvenus, toujours aussi, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous le voulez, sur YouTube.
mais aussi sur les plateformes de podcast habituelles pour recevoir nos épisodes en audio ou en vidéo chaque semaine dans votre boîte mail ou de recevoir une notification quelconque pour nous retrouver plus facilement. Voilà qui est dit. Fin de la pub personnelle. N, la lettre N comme neige au printemps, tiens, c'est bizarre quand même. Avec cette news, alors je trouve ça aussi très comique, créer de l'énergie à partir de flocons de neige, apparemment, Bruno, ça semble possible. Oui, tu dis neige en printemps, mais on enregistre le 18 et le 13, samedi 13 avril, on a eu de la neige au Luxembourg et je crois aussi à Bruxelles. Hein, donc en tout cas, oui, enfin on m'en a parlé, mais je l'ai pas vu moi personnellement. Voilà. Moi je l'ai vu, j'ai même filmé. Et c'est pas facile de filmer la neige. Hein. Non, c'est pas facile. Je vous assure. Donc justement, il y avait une petite news là sur la neige qui m'a interloqué. Donc c'est des chercheurs de l'université de Californie à Los Angeles, l'UCLA, qui se sont dit la neige, il en tombe quand même pas mal. Donc c'est bien qu'on en fasse quelque chose, à part d'avoir des problèmes avec la neige. Ils ont inventé un petit appareil qui s'appelle SnowTang. Je ne sais pas pourquoi Tang, mais c'est SnowTang, qui va en fait produire ou récupérer de l'électricité statique qui serait donc dans la neige. Donc quand la neige se forme, il y a des électrons qui sont en trop, et donc il y a une électricité statique et on peut la récupérer pour des petites quantités d'électricité. Hein, ça va pas maintenant remplacer nos centrales nucléaires. Hein, non, celles-là elles vont rester. Elles vont en faire d'une autre neige peut-être à un certain moment, mais bon voilà. Mais là donc on parle de cette technologie-là pour compléter un petit peu les panneaux solaires pour quand justement il neige, qu'on puisse récupérer encore un petit peu d'énergie et pas qu'on soit complètement bloqué. Pour les petits appareils, on a tous des objets connectés quand on se balade peut-être en sport d'hiver. Et donc là, l'idée serait de récupérer cette énergie stockée dans la neige aussi pour alimenter ces petits bitoniaux là aussi, capteurs de mouvement, etc. Donc tout ça, ça pourra servir. On ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire, mais j'ai trouvé cette news simplement intéressante par rapport à la météo qu'on avait. Oui, c'est ça. Ça tombait juste bien. Évidemment, il y a des ça pays tombe bien, comme la neige. Oui, c'est ça. Il y a des pays qui seront peut-être plus gâtés que d'autres, hein, côté énergie. Le Sénégal, par exemple, c'est une. Je pense c'est pas là qu'on va installer le centre de recherche, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est particulier quand même. Moi, j'y crois pas trop, mais voilà, je suis saint Thomas. Moi, je ne crois que ce que je vois. Donc, j'attends de voir le jour où on allumera une ampoule avec de la neige. Et je vois le petit rictus de Sébastien qui se dit exactement la même chose, qui dit mais c'est quoi cette histoire? Mais il suffit de la secouer, c'est la poule à neige. Oui, c'est ça. C'est une boule à neige. Et quand plus tu la secoues, plus ça s'éclaire. Bon, voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On verra bien. La reconnaissance faciale à la lettre R cette semaine, les actionnaires d'Amazon veulent, tenez-vous bien, l'interdire, Bruno. Non, Sébastien. Ah, c'est Sébastien. Oui. Je voulais quand même encore... Mais n'empêche, si pour l'électricité, on pouvait faire quelque chose avec la pluie, on serait les rois du pétrole en Belgique. Hein. Oui. Mais bon, voilà. C'est vrai. Donc, effectivement, Amazon, il y a une réunion des actionnaires, des petits actionnaires, les gros actionnaires, les moyens actionnaires, tous les petits actionnaires. Et il y a des petits actionnaires qui se sont dit, tiens, en fait, on va essayer de faire une petite action pour dire qu'on n'est pas content. Pas content. Voilà. Et en fait, le pas content, c'est sur quoi? Sur la reconnaissance faciale. Et pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, comment dire ça poliment, facilement, quand on viole les droits humains, un truc comme ça. Mmh. Donc, bon, voilà, c'est plus ou moins ça. Hein, traduction pas très littérale, mais vous me pardonnerez. Je m'excuse d'ailleurs. Normalement, j'essaie de vous regarder, mais mon écran est là maintenant aujourd'hui. Il est très à droite. C'est très à droite aujourd'hui, et donc j'ai un peu de mal à pouvoir regarder en face. Ouais. Et donc ils veulent dans une réunion des actionnaires faire interdire la reconnaissance faciale, l'utilisation de la reconnaissance faciale
par Amazon, parce qu'ils produisent un outil pour qu'ils mettent à disposition des sociétés qui veulent payer pour. Et tant que on ne s'est pas prouvé que ça ne viole pas les droits humains, ils veulent qu'Amazon arrête de le commercialiser. Donc la réponse d'Amazon à la SEC, donc l'autorité boursière, on dit non, mais cette motion, on la dégage. Je veux pas ça. La SEC a dit bah non, c'est les actionnaires, s'ils ont envie, ils font ce qu'ils veulent. Et en même temps, ils se sont défendus. Ouais, mais de toute façon, nous, on fait rien avec la police ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On fait ça juste d'un point de vue, voilà, pour s'amuser entre copains, presque. Et à ça, il y a un département de police aux États-Unis qui a dit bah, c'est étrange, nous on a une licence. donc, c'est plutôt mal remarqué. Donc, voilà, c'est à voir dans les prochaines semaines qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est pas encore décidé, c'est pas encore voté. Et puis surtout, il faut savoir que même si c'était voté, c'est juste un vote de la part des actionnaire, mais ça n'engage en rien la société. Donc c'est pas parce que les actionnaires disent vous arrêtez de le vendre que Amazon va réellement devoir le faire. Ils n'ont pas d'obligation de suivre l'avis des actionnaires. Donc voilà, c'est juste une petite tempête dans un verre d'eau pour montrer que la technologie est dangereuse. Et effectivement, ils ont pas mal de cas où il y a des problèmes de reconnaissance. Ils ont cité des cas avec des politiciens américains. 28 membres du Congrès ont été considérés comme des criminels. Donc ils ont utilisé la techno Amazon, ils ont demandé qui était problématique, ils ont toute une liste de suspects, de criminels recherchés, etc. Et il y en a 28 qui ont été dit, eux, il faut les arrêter. Il faut savoir que les 28, pour la plupart, étaient noirs, parce que l'algorithme d'Amazon a des problèmes avec les noirs spécifiquement. Et donc voilà, ça c'était un peu la preuve par A plus B qu'il y a encore du boulot, quoi. Oui. Clairement, soyons. Ceci étant dit, des actionnaires qui se rebellent entre guillemets contre la société dans laquelle ils ont investi de l'argent, c'était déjà arrivé avec Microsoft, me semble-t-il, très récemment, puisque Microsoft a également des outils qu'ils vendent à l'armée américaine et que je ne sais plus exactement quel était le contexte, mais c'est pas la première fois entre guillemets que d'un point de vue éthique, les voix s'élèvent même au sein même des gens qui ont investi dans les entreprises. Ça devient presque courant, quoi. Oui, mais il faut savoir que si tu veux aller à une réunion d'actionnaires, tu peux y aller en ayant juste une action. Oui, donc bien sûr. tu n'es pas obligé d'être... tous les actionnaires, oui. c'est ça, tu n'es pas obligé d'avoir 10% de Microsoft. Tu peux avoir une seule action et aller demander un vote pour quelque chose. Si tu es suivi par d'autres actionnaires, des petits, ben voilà, ce sera le cas. Mais c'est effectivement de plus en plus le cas aujourd'hui que des gens utilisent l'actionnariat comme un moyen de pression sur les entreprises pour faire valoir leur de communication leur voix. aussi, du coup, puisque dès le moment où il y a un vote, même si c'est minime, du coup la presse s'en fait ses choux gras. C'est un activisme qui est assez intelligent. C'est plutôt malin et c'est plutôt constructif, j'ai envie de dire. Ça va dans le bon sens, quoi. Plutôt que de faire un sitting devant le bâtiment de Microsoft ou de Google, ou le pas content, ça a fait son temps peut-être. Est-ce comme sécurité, c'est une des marottes de Sébastien. On va parler de Outlook et Hotmail qui ont, semble-t-il, été piratés. Doit-on s'inquiéter, Sébastien ? Et MSN aussi, tiens. MSN piraté. Voilà, pas content. Et donc, Microsoft a envoyé un petit mail à quelques utilisateurs sur ces plateformes pour dire bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a accédé à votre compte, peut-être, peut-être pas, mais vous inquiétez pas, il n'a pas pris votre mot de passe, il n'a pas lu vos mails. Donc voilà, il a juste vu les sujets, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, allez voir sur votre compte Hotmail ou Outlook, peut-être que vous avez reçu ce warning, parce qu'on parle quand même de pas mal de comptes. Je n'ai plus le compte, mais voilà. Les écrans, c'est chiant. Mais je pense qu'il y avait quand même quelques millions de personnes. Et donc Microsoft a dit, voilà, c'est pas très très grave, et ça fait pas très longtemps. Ça fait 2-3 mois, mais voilà. Avant, il s'était rien passé. Et donc le pirate a ressorti toutes les infos en disant, ouais, mais en fait, 3 mois, non, ça fait plus de 6 mois qu'on joue avec ça.
Et puis, si vous pensez qu'on n'a pas eu accès au contenu des emails, bah tiens, ça c'est 2-3 emails. Bon, et alors vous dites quoi, Microsoft? Microsoft a juste dit pas content, et ils ont plus répondu. Donc là, pour le moment, on ne sait plus trop ce qu'il en est. Microsoft a effectivement pas été du coup totalement transparent sur ce qui s'est passé. Alors comment ça s'est passé? Comment ils ont eu accès? Ils n'ont pas piraté la plateforme, parce qu'en général, c'est plutôt bien sécurisé ou plutôt compliqué. Ils se sont attaqués à la faiblesse, l'humain. Et quel humain est-ce qu'on a été attaqué ici? Les comptes de service, donc le compte de support, qui doivent pouvoir répondre à des demandes d'utilisateurs qui disent j'ai perdu mon mot de passe, ou comment je fais pour faire ça, ou mon settings là il marche plus, et qui Ou vous pas aident très content, pas gentiment. content aussi. Ça peut être là aussi. Content souvent, oui. Ouais. Et donc les mecs, vous les appelez ou vous leur écrivez pour dire voilà, il y a un problème, tu me le corriges. Et donc ils doivent avoir des accès élevés sur la plupart des comptes utilisateurs pour pouvoir aller corriger ou vérifier ce qui s'est passé réellement. Et ici, effectivement, c'est un compte super élevé qu'ils ont réussi à avoir. C'est donc Microsoft ne sait pas encore comment. Ils ont réussi à targeter spécifiquement cette personne, mais c'est le moyen qui a été utilisé, et c'est le moyen qui est utilisé depuis, je veux dire, des générations. On avait déjà parlé de ça une fois, il me semble. C'est l'humain. Tu avais déjà parlé de cette faille, entre guillemets, de sécurité humaine, et de faille humaine, et d'aller trouver la personne qui a l'accès à tout. Hein, et il y en a toujours. Hein, il y a toujours quelqu'un qui a accès à, si pas à tout, à beaucoup, et par ricochet presque à tout. Il suffit de faire un peu d'espionnage. Enfin, il suffit, c'est pas donné à tout le monde. Hein, mais et de trouver la bonne personne, la personne clé qui va ouvrir la porte, quoi, en gros. Et généralement, c'est le support. Hein, c'est une bonne technique, parce que le support est effectivement obligé d'avoir des accès assez élevés. Donc voilà, c'est une partie faible, un maillon faible de la sécurité dans les entreprises. Et qui n'est pas toujours non plus au fait justement de ces problèmes de sécurité. Enfin, ils les connaissent à un certain degré. Ils savent qu'il faut badger en entrant dans le bâtiment, ou des choses relativement évidentes. Mais pour le reste, voilà, c'est... T'as raison, ils sont plus souvent formés à gérer les pas contents, voilà, c'est ça, qu'à faire attention à ce qu'on leur demande. C'est des gens plutôt calés dans leur domaine, mais peut-être pas nécessairement sensibilisés à tous les aspects de sécurité. Pas évident, évidemment. Affaire à suivre. Il y aura encore des failles ou pas? Oui, sans doute. Hein, je vois Bruno qui dit ouais. Toujours, évidemment. La preuve. Est-ce comme sécurité bis? On va parler d'Adblock et consorts qui connaissent une faille critique, Sébastien. Oui, et alors c'est une faille qui existe depuis Adblock et Adblock Plus version 3.2 en juillet 2018. Et c'est une faille qui permet de rediriger, enfin à la base c'est basé sur une fonctionnalité qui permet de rediriger certaines URL qui contiennent un identifiant unique, et Adblock modifie cette URL en disant ben voilà, vous n'aurez pas l'identifiant unique, ou il anonymise, etc. Donc c'est vraiment le but de cette fonctionnalité à la base, c'est empêcher de vous traquer. Et il se fait que il y a moyen apparemment d'injecter dans Adblock Plus et uBlock, hein, qui n'est pas uBlock origine, c'est uBlock, c'est deux choses différentes. Et donc il y a moyen d'injecter une règle dans Adblock pour aller faire comment dire, de l'injection JavaScript dans certaines pages. Donc si on prend le cas de Gmail par exemple, le chercheur qui a trouvé ça, il a réussi donc à pousser cette règle dans Adblock, et dans Gmail aller récupérer du contenu. Mais il y a d'autres sites, tous les sites ne sont pas vulnérables à cette faille, mais la plupart le sont, et la plupart le sont parce qu'il y a des trackers, etc. Alors donc c'est pas la faute des sites à la base, hein, c'est vraiment ici c'est vraiment Adblock, et grâce à ça on peut exécuter n'importe quel code JavaScript sur le site, hein, donc ils peuvent vraiment récupérer tout ce qu'ils veulent. La problématique, c'était qu'il y a des dizaines et des dizaines de millions d'installations, et que à la base le chercheur a contacté et Google, parce qu'ils se sont dit bah voilà, c'est les sites où potentiellement il y a le plus de problématiques, parce que Gmail, Calendar, machin, etc. Donc, et il a validé que là, il y avait moyen de l'utiliser la faille, qu'il a contacté Google en disant il y a une faille avec Adblock, etc. Les mecs chez Google ont dit bah oui, mais bon, ça, désolé les gars, mais c'est pas de notre faute. Hein, Adblock, c'est Adblock, ils doivent patcher leur truc. Hein, c'est pas de la faute du site web si un composant du navigateur fait de la merde. Et Adblock a plutôt répondu en disant ouais, en fait,
Bon, c'est vrai que c'est une faille, hein, ça a l'air d'être une faille, mais bon, c'est compliqué à utiliser, donc le fixer, c'est pas spécialement important. Donc il y a eu un petit tollé, on disait, oui, ok, bon, si vous insistez, on va le désactiver pour le moment, mais on le remettra un peu plus tard quand vous aurez oublié. Mais on va pas le corriger, on va juste désactiver ça et puis on verra plus tard, ok? C'est un peu léger quand même, hein. Ben oui, il me semble. Mais voilà, ça c'est la sécurité d'un adblock aujourd'hui. Ouais. Donc, moi, je serais tenté de dire évitons AdBlock. Oui. Dit le mec qui vit de la publicité. Non, mais voilà. Mais moi, je reste convaincu que ce genre de plugin, on fait rentrer un peu le loup dans la bergerie, quoi, quand on installe ce genre d'application sur sa machine. Non. Enfin, moi, c'est l'impression que ça m'a toujours laissé. Aucune réaction. Ouais. Oui, non, ça va. Oui, voilà, ça a toujours été le jeu du chat et de la souris. Si à l'époque on aurait pu, on aurait pu fatiguer, Ouais. supprimer les publicités à la télé ou à la radio, ben voilà, les gens auraient préféré les skipper. Ici, bah, voilà, certains préfèrent les skipper. Je peux pas leur jeter la pierre parce que sur certains sites, Ah, il y a de l'abus. c'est exagéré. Soyons clairs. Ouais. Il y a de l'abus et c'est les sites classiques et qui respectent les trucs qui, en même temps, malheureusement, payent le prix, Ouais. même s'il y a des fonctionnalités sur AdBlock pour dire là, je le whitelist, la plupart ne le font pas du tout. Oui, il y a toujours des différents étages. Il y a des sites qui proposent des choses et qui se financent avec la publicité, et des sites qui ne proposent absolument rien, mais se financent aussi avec de la publicité. Et donc, et souvent, ce sont sur ceux-là c'est suite à une visite sur ceux-là qu'on installe un adblocker, parce qu'on se dit, mais c'est exagéré. Voilà, je ne suis pas un produit, quoi. Mais voilà. Mais bon, avant les pubs sur le web, la grosse problématique, c'était les pop-up. Hein. Bruno Oui. s'en souvient très bien. Ça, c'était fin des années 90. Oui. Où tu ouvrais une page et puis tu te retrouvais avec ça en pop-up derrière qui clignotait et qui rechargeait les pubs dans tous les sens. Ouais. Donc ça, on en a vu la fin. Maintenant, c'est la publicité. La publicité, on n'en verra pas la fin. Mais peut-être qu'il y a des modèles à inventer pour contrer la publicité. Oui, ou pour refinancer certains modes certains contenus. Ça, le Minitel. Par exemple, avec son beau vieux clavier. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette... 3615 du là. cette question. Avant de passer au oui mais non, il y a quand même un truc que je voulais évoquer avec vous deux. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette annonce de la Quadrature du Net concernant un vote qui a eu lieu au niveau européen et qui va imposer aux opérateurs le retrait de contenu supposément incitant au terrorisme dans l'heure. Donc la Quadrature est sortie du bois en disant c'est juste un truc complètement inutile et c'est encore une occasion rêvée de mettre l'Internet encore un petit peu plus sous clé, sous pression, et les utilisateurs par ailleurs. Je ne sais pas si l'un ou l'autre, j'ai vu Bruno opiner du chef, mais je ne sais pas si Sébastien a suivi cette actualité. Je voulais avoir juste votre son de cloche à vous, votre opinion, rapidement, sur cette question. L'un ou l'autre. Bruno, peut-être. Retirer une information qui incite au terrorisme, oui. Mise sous l'heure, ça va être compliqué, quoi, du coup. C'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'il faut déjà la repérer. Et généralement, c'est les gens qui vont la repérer, pas forcément des opérateurs qui devraient, donc à la limite, contrôler tous les posts, tout le monde, toutes les news postées, et après décider eux-mêmes, a priori, de faire de la censure, l'autocensure, finalement. Est-ce que ça serait, ou alors attendre qu'il y ait un jugement d'une autre instance qui dirait oui, mais attention, là, c'est incitation au terrorisme, et là, il faut réagir tout de suite. Je sais pas. Techniquement, l'exemple je vois pas trop comment ils veulent le faire. L'exemple récent qui avait été pris, c'était de dire, par exemple, l'attentat de Christchurch. La vidéo de cet attentat a été répliquée à une vitesse monstrueuse sur toutes sortes de plateformes. C'est quasiment impossible d'endiguer cette déferlante. Et donc voilà, c'était un des arguments utilisés. Sébastien, pour juste conclure, hein, on va pas en faire un long débat ici, mais c'est... J'entends sur la vidéo qui a été republiée des millions de fois, même en une heure, ça fait des millions de personnes qui l'auraient vue et qui l'auraient déjà republiée. Donc, est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'il faut imposer une loi là-dessus? Non, je pense pas non plus. C'est du bon sens.
Et sur cette vidéo, les GAFA ont réagi avec bon sens. Il n'y en a pas un qui s'est dit « je vais mettre ça en page d'accueil et ça va être génial, je vais faire des vues ». Donc voilà, je pense que ça reste toujours des humains derrière et là-dessus, ils réagissent avec un certain bon sens. Je ne pense pas qu'il y avait réellement une obligation de légiférer là-dessus. Il y avait des choses qui sont nettement plus importantes et plus pressantes pour les gens. Ici, ça a toujours été géré en presque bon père de famille. Il y a l'un ou l'autre réseaux sociaux qui sont plus obscurs et qui ont voilà, un historique plus désagréable, Parce que mais les réseaux du même sociaux coup, on revient à l'idée qui avait été mise en avant par, je pense que c'est par Google et par YouTube en particulier quand on parlait de l'article 13, ça veut dire que tous les contenus qu'on va publier demain, il va falloir les contrôler avant mise en ligne. Et donc ça devient... Si tu te souviens, à l'époque, c'était la grande mode. Hein. Quand tu postais un commentaire sur un article d'un journal ou sur un forum, etc., tu avais deux possibilités dans la plupart des CMS, donc le CMS, les trucs pour gérer les sites, qu'on poste le commentaire avant ou après modération. A priori. Maintenant, en général, c'est plutôt le truc est posté et puis s'il y a un problème, on modère après. Mais à l'époque, la pré-modération était quand même quelque chose d'assez important parce qu'on avait très peur de ce qui allait pouvoir se dire. Oui, c'est ça. Moi, j'ai connu ça. C'était plus dans les forums que dans les commentaires à cette époque-là. Moi, je me rappelle bien. Et puis, quand on a vu qu'on pouvait installer un plugin Facebook entre guillemets qui permettait de dire, c'est les gens, ils vont quand même être là avec leur vrai nom. Ils vont s'auto-modérer parce que ils vont pas trop se mettre en avant eux-mêmes. Bon, c'est complètement foutu le doigt dans l'œil. Ils pouvaient continuer à dire, à débiter des conneries, même sous leur vrai nom. Donc, on a laissé ça comme ça. Enfin, beaucoup de gens ont laissé en tout cas ça comme ça. Ceci étant dit, il y a certains sites de presse qui ont décidé, et je trouve ça assez courageux de leur part, de fermer les commentaires, carrément, ce qui évidemment limite leur nombre de pages vues, parce que, voilà, mais on ne peut pas faire feu de tout bois non plus, quoi, comme on dit. Mais est-ce que nous sommes tous stupides ? C'est ça le problématique. Alors ça, c'est l'objet d'un nouveau podcast que nous vous proposerons l'année prochaine. Non, mais il y a la pré-modération et la post-modération, et puis il y a un site qui est hyper connu sur le web pour tout ce qui est IT. C'est un site qui date presque du premier jour du web, /dot, qui a un design de merde. En général, voilà, c'est vraiment horrible. Et là, dans les commentaires, c'est modéré par les utilisateurs. Donc, à chaque fois que tu vois un post, tu mets un plus ou un moins. Et s'il y a trop de moins, le post, on le voit quand même plus. Il est toujours possible d'aller voir, mais il est plus visible de base. Donc, la modération, là, elle se fait par la masse. Ce que les systèmes comme YouTube n'ont pas tendance à faire, ils te demandent de rapporter. Et si eux, après, décident qu'effectivement, oui ou non, le truc est illégal, ils le suppriment. Alors, mais la modération par la communauté... Les commentaires, pas la publication, mais pas la publication de vidéos, mais la publication de commentaires sur YouTube, il y a un certain nombre de mots-clés qui bloquent automatiquement, et à ce moment-là, c'est le modérateur qui décide s'il le publie ou pas. On a déjà eu quelques cas comme ça, de messages qui tombaient, qui étaient juste insultants et qu'on n'a pas publiés, parce qu'on n'aime pas se faire du mal non plus. Mais c'est pas la même chose qui le fait. Non, c'est ça. Voilà, c'est pas la communauté. Ça reste quand même... voilà. Bon, voilà, on peut fermer cette parenthèse. Je trouve que dans un podcast qui traite du web, c'était quand même bien utile, et d'Internet, c'est bien utile quand même de faire un peu référence à cette histoire-là. On y reviendra. C'est quoi la différence entre le web et l'Internet ? Non, j'ai pas. Je vais lui foutre ma main sur le... Allez, la lettre W comme oui mais non. De temps en temps, vous savez, on termine un épisode avec un oui mais non. C'est quoi un oui mais non ? C'est une information qui sort de l'ordinaire. Et là, on va parler crypto-monnaies. Crypto-monnaies religieuses même, des crypto-monnaies qui veulent vous redonner la foi parce que vous l'avez perdue, évidemment. Bruno, qu'est-ce que c'est qu'encore que cette couillonnade ? Oui, cette news, c'était pour Sébastien, l'autre, sans cheveux. Mais bon, il n'est pas là. Je ne sais pas où il est, d'ailleurs. Il doit être très, très loin. Père Sébastien. Où es-tu ? Voilà, donc on a eu des gens qui ont eu l'idée, mais il n'y a pas une seule crypto-monnaie. Il y a des masses et des masses de crypto-monnaies qui portent des noms très loufoques comme Christcoin ou Karma Token. Oui, ça s'invente pas, mais c'est vrai, ça existe. Donc voilà, on vous a mis le lien, allez voir ça et ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Je vais en parler d'un pour vous donner un petit exemple. Donc, il y a des gens qui ont lancé le Christcoin, et c'est une crypto-monnaie donc basée sur la chrétienté. Et donc, en fait, pour créer des Christcoins, il faut lire la Bible, faire des prières, et on récupère des Christcoins. Après, ils disent quand même que...
Oui, je mine des Criscoins et ils disent, voilà, après, quand vous avez beaucoup de Criscoins, vous les donnez à une église ou à un hôpital. Comme ça sera quelque chose de bien que vous aurez fait. Ouais. C'est pas mal. Hein. D'autres crypto-monnaies s'appellent par exemple OneGram. Donc, c'est la première crypto-monnaie dont les principes sont conformes à ceux de la charia. Parce que chaque coin, donc coin OneGram, a une correspondance en or physique stocké dans un coffre-fort. Donc D'accord. Ça, c'est apparemment quelque chose que le judaïsme encourage. Donc voilà, donc ça existe aussi. Donc et puis vous trouverez des crypto-monnaies religieuses un peu pour toutes les religions qui existent. Pour les bouddhistes, il y a la karma token, etc. Il y a même, et tenez-vous bien, karma token. Il y a même une religion qui a été créée, qui est basée sur la blockchain. Ah oui. Et oui, c'est encore mieux. Donc une religion a été créée. Et on peut en fait même dans cette religion-là influencer et voter sur des nouveaux je sais pas lois, testaments, comment vous allez appeler ça, de documents de cette religion-là qui sera donc voté via la blockchain. So, tout va exister via la blockchain. C'est pas Sébastien qui va nous contredire, l'autre Sébastien. Donc et beaucoup disent même que de toute façon la blockchain, la crypto-monnaie, c'est une question de foi. Il faut y croire. Oui, c'est ça. Pour que ça marche. Voilà. On va peut-être prier Saint Rothschild ou Goldman Sachs ou autre. Si ça continue comme ça, c'est quand même très particulier. Hein. C'est un peu très, limite du foutage de gueule, j'ai l'impression. Mais enfin bon, voilà. C'est chacun jugera. J'ai envie de vous dire. Je pense qu'on a bien fait. Voilà, c'est le tour de la question pour cette semaine. En tout cas, au niveau actu technologique, on a parlé de tout. Évidemment, on le dit souvent, mais on peut pas parler de tout. On a parlé de ce que ces deux rigolos ont déniché à gauche, à droite. Sébastien voulait rajouter un truc. Je vais donc lui céder la parole. Non, je dis, on peut pas parler de tout et avec tout le monde, mais on peut parler de tout le monde avec. Non, je ne sais plus. On peut aimer C'était un truc comme ça, hein, mais on est fatigué 1000 fois avec tout le monde. Voilà. Tout le monde avec 1000 fois. Je pense qu'il est temps qu'on s'arrête. Merci à vous. Envoyez-moi un Christcoin. Merci à vous de vous abonner, comme je le disais encore il n'y a pas longtemps, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, et de cliquer sur les pouces vers le haut également. Ils sont toujours les bienvenus. On en a besoin pour être plus connus encore, si c'était encore possible. Merci en tout cas à vous tous de nous écouter, de nous suivre. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Rien. Je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode. Merci Bruno, merci Sébastien, et on se dit à la semaine prochaine. On va enregistrer prochainement des hors-séries consacrées aux véhicules électriques. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir. Ça arrive bientôt, donc restez attentifs. À très bientôt. Au revoir.